Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Face à Face, un nouveau numéro. Nous parlons corruption, les conséquences de la corruption, la genèse même de la corruption. Comment on fait pour bannir la corruption? Quelqu'un disait, on ne peut pas éradiquer la corruption, mais on peut tout simplement empêcher à ce que ça atteigne le plus grand nombre. Mais seulement avec la corruption, on ne sait pas quand ça commence. On peut savoir quand ça a commencé, mais on ne sait jamais les conséquences de cette corruption. Je reçois Jimmy Kande Wankande. Il est membre d'un réseau panafricain de lutte contre la corruption, UNIS, le mouvement blanc. Vous êtes avec beaucoup de frères, beaucoup de Congolais. Je pense à M. Lumumba, le fils de Mme Justine Lumumba, le petit-fils de Patrice Lumumba. Euh, Qu'est-ce que vous êtes exactement? Un groupe de pression, une ONG, un parti politique en devenir? Comment vous définissez-vous? Alors, merci beaucoup, Christian, d'abord pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir avoir cet échange sur cette gangrène qui est la corruption dans notre pays. Alors, nous sommes réseau panafricain de lutte contre la corruption. Qui dit réseau dit que nous sommes un peu dans plusieurs pays. Cette organisation est partie de l'idée de plusieurs Congolais qui, vivant dans la frustration de ce qui se passe dans notre pays, ils se sont dit, en tant que citoyens congolais, nous devons converger nos efforts pour essayer d'apporter quelque chose dans notre pays. C'est alors que M. Lumumba Jean-Jacques, que beaucoup de gens connaissent, l'auteur de Lumumba Papers, Franco Tété et d'autres personnes, se sont mis ensemble afin de pouvoir mettre en place un réseau panafricain de lutte contre la corruption dont je suis le coordonnateur ici en RDC. L'idée est tout simple, lutter contre la corruption, lutter contre les antivaleurs qui sont en train de prendre énormément de place dans notre société. Voilà ce que UNIS Mouvement Blanc s'est proposé de pouvoir faire pour essayer d'apporter sa pierre dans l'édification de notre pays. Nous fonctionnons ici comme étant une ASBL qui fait des propositions, qui dénonce et qui apporte des solutions dans un certain nombre de sujets en ce qui concerne la corruption. Vous étiez où à l'époque de Kabila? Alors, tout à l'heure, nous avons cité un personnage, nous avons parlé de Jean-Jacques Lumumba. Je pense que la genèse de cette structure doit aussi mettre l'histoire de Jean-Jacques Lumumba dans cette affaire. Il a eu à dénoncer un certain nombre de malversations financières à l'époque. Ça veut dire que c'est parti des gens qui avaient envie que les choses puissent changer. L'histoire de notre organisation commence en 2019, en mai dernier, mais je pense que c'était des jeunes qui étaient déjà engagés pour le changement de ce pays. Alors, il faut parler aussi de tout le parcours de Lumumba, M. Lumumba. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez avec la même logique ou vous vous attendez à avoir des preuves pour dénoncer? Avec Kabila, vous l'avez fait, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de le faire? 15 mois, le président Fachi est déjà là. Est-ce que vous avez révélé quelque chose au public? Alors, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'alertes sur un certain nombre de malversations financières dans la gestion de deniers publics. Aujourd'hui, on ne travaille pas seul. On a beaucoup d'organisations amies avec lesquelles on travaille, notamment l'ODEP, d'autres organisations qui ont eu à signaler qu'il y avait des irrégularités sur la gestion, par exemple, du programme de 100 jours, qui a aussi aujourd'hui conduit, par exemple, aux différents procès que nous avons aujourd'hui au niveau du public. Parce qu'aujourd'hui, qu'on ait de preuves ou pas, on sonne l'alarme pour que les organes compétents puissent commencer une série de procédures judiciaires qui devraient à un certain moment révéler certaines vérités ou sanctionner les différentes personnes qui pourraient être impliquées dans différentes affaires. Alors, l'Afrique est considérée comme la capitale de la corruption mondiale, où la population est impliquée dans la corruption, ce qui est différent de ce qui se passe en Europe, où c'est les grands groupes, c'est plutôt une corruption des grands. Mais en Afrique, c'est la corruption de petits. Au niveau de la famille, il y a cette petite corruption. Comment vous, personnellement, vous pensez lutter contre cette sorte d'endémie
Comment vous allez lutter contre ça? Avoir utiliser le même moyen que les Occidentaux qui ne vivent pas ça de la même manière que nous, ou utiliser le moyen que vous avez ici en Afrique? Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes les grands groupes qui s'intéressent sur la question de la corruption, beaucoup sont des groupes internationaux. Alors, si nous avons voulu aujourd'hui avoir un réseau panafricain, c'est pour essayer d'intégrer dans l'analyse le contexte africain même. Parce que je pense que pour nous qui sommes africains, nous nous imprégnons beaucoup plus facilement de la réalité de la corruption dans nos pays, plutôt que des Européens qui viennent et qui partent. Voilà pourquoi, aujourd'hui, si nous retrouvons la population être impliquée dans les faits de corruption, c'est tout simplement parce qu'à un moment, à un certain niveau, il y a un travail qui n'est pas fait. C'est-à-dire une personne qui ne reçoit pas un salaire décent est exposée à la corruption qu'une personne qui reçoit un salaire décent. Voilà pourquoi à un certain moment, la pression doit être faite au niveau de ceux-là qui gouvernent le pays, au niveau de ceux-là qui sont censés prendre des décisions qui sont censées avoir une répercussion à grande échelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation de la population sur les conséquences néfastes de la corruption, on met une certaine pression sur les dirigeants politiques parce que, tu seras d'accord avec moi, ce sont eux qui prennent des décisions qui touchent pratiquement tout le monde. Et si à ce niveau-là, les choses ne sont pas faites correctement, ça ne servirait à rien de pouvoir investir dans la population qui serait à un certain moment victime d'une certaine réalité. Alors, parce que vous dites que quand on paye mieux les gens, ils sont à l'abri de la corruption, mais est-ce que vous n'êtes pas contredit par la réalité sur terrain? Les ministres sont mieux payés, mais ce sont eux qui sont les plus cités dans les affaires de corruption. Les grands groupes étrangers, je veux dire pharmaceutiques, des armes, et ainsi de suite, mais c'est des gens qui n'ont peut-être pas besoin d'argent, mais ils sont impliqués dans la corruption. Est-ce que la corruption n'est pas un phénomène social? Alors, ce que j'ai voulu tout à l'heure dire, j'ai dit, lorsque quelqu'un est bien payé, ok, il est moins exposé à la corruption. Pourtant, les statistiques prouvent le contraire. Je suis en train de venir. Une personne qui est bien payée, c'est une personne qui a de quoi vivre. Et moins, c'est-à-dire que cette personne-là aura difficile à répondre à la corruption qu'une personne qui n'a pas d'argent et qui a une famille à nourrir. C'est-à-dire que dans la prise de la décision, il y aura une certaine différence. Une personne qui n'a rien, qui a une famille à nourrir, dès que l'opportunité se présente sur la corruption, cette personne-là est enclin à répondre favorablement à la corruption parce qu'il doit répondre après un certain nombre de besoins. Mais une personne qui a un salaire décent, à un certain moment, va réfléchir sur ce que la corruption apporte réellement. C'est là où intervient la dimension de l'éthique. Une personne qui a une éthique irréprochable, avec un salaire décent, dira directement non. Mais c'est vrai, aujourd'hui, les plus grands faits des corruptions qui sont signalés concernent une certaine classe, à un certain moment, qui ne manque pas de quoi manger. Alors, c'est devenu un phénomène. C'est devenu un phénomène qui relève de l'absence de l'éthique. Qui devrait en principe être enseigné, mais qui ne l'a pas été et qui ne l'est pas, malheureusement. Qui devrait normalement être enseigné. Et c'est là où on doit avoir des organes qui fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est reprochée d'un certain nombre de faits de corruption, qui n'est pas sanctionnée par la loi, montre un exemple aux autres personnes que vous pouvez faire la même chose sans pour autant que vous pouvez... Une sorte d'impunité. Une sorte d'impunité. Oui, M. Kandé, je voudrais qu'on avance un peu. Il y a dans la corruption deux acteurs, le corrupteur et le corrompu. Effectivement. Et les corrupteurs et les corrompus ne sont pas tous assujettis au même problème. On a comme l'impression, pas comme l'impression, mais c'est peut-être ça, le corrompu, lui, est en manque d'argent. Il est peut-être dans une situation difficile, il a besoin d'avoir de l'argent. Mais les corrupteurs, lui, n'a pas besoin d'argent. Il a d'ailleurs besoin de donner son argent parce qu'il veut une faveur quelconque, il veut avoir autre chose. Alors, est-ce que vous allez vous attaquer aux deux acteurs de la même manière? Est-ce qu'ils ont besoin d'une sanction de la même manière, d'une éducation de la même manière, où il faut cerner d'abord leurs foyers sociaux, leurs foyers psychologiques, et puis attaquer ça différemment et de façon distincte? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les deux personnes, le corrompu et le corrupteur, sont répréhensibles devant la loi. Pour qu'on puisse parler d'un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. En ce moment-là, cela veut dire qu'à un certain moment, on doit commencer par s'attaquer aux corrupteurs. Sensibiliser également les corrompus.
C'est un travail qui doit être fait dans deux directions, Simultanément. simultanément. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un certain moment, on doit sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un environnement de foi qui est créé et qui facilite la La corruption. corruption. Où nous avons les corrompus qui s'exposent eux-mêmes. C'est eux qui appellent les gens qui ont de l'argent. Venez, vous aurez ceci, cela, en nous donnant un peu d'argent. Non seulement les corrompus qui s'exposent eux-mêmes, et deux fois les corrupteurs qui est face à une certaine réalité où il pense que la corruption est la seule option pour lui, pour pouvoir arriver à ses fins. C'est pour cela que je dis, au-delà de s'attaquer aux corrupteurs et aux corrompus, il y a une certaine réalité interne, par exemple dans notre pays, un environnement qu'on est censé créer qui fasse en sorte que le corrupteur ait peur de pouvoir aller vers le corrompu et que le corrompu ne puisse pas non plus s'exposer pour donner à l'autre l'occasion de pouvoir le corrompre. Donc il y a un travail qui doit être fait, non seulement en attaquant les corrupteurs, en attaquant le corrompu, mais travailler sur un environnement crédible, un environnement transparent, qui fera en sorte que les deux personnes sur lesquelles nous sommes en train de nous attaquer puissent se retrouver dans des difficultés lorsqu'ils veulent s'élancer dans des faits de corruption. Alors, la RDC se classe à quel niveau? Se situe à quel niveau aujourd'hui dans le classement de la corruption? Alors, il y a un organe international qui est Transparency International qui classe les pays suivant des faits de corruption. Aujourd'hui, la RDC se classe 168e sur 180 dans le classement. On a quand même fait des efforts pour avancer jusque-là. À un moment donné, on était troisième à la liste, troisième sur la liste, mais à la ligne d'arrivée. Alors, si je dois, ça serait peut-être une information que je te donnais, ça te choquerait peut-être. En 2018, fin 2018, Transparency International classait la RDC 161e. Fin 2019, la RDC est classée 168e. Ça veut dire que nous avons perdu, On a perdu 7 places. 7 places. 7 places. Donc cela veut dire que la RDC a perdu 7 places. C'est que les choses sont en train de se dégrader, suivant le rapport Transparency International. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a des efforts qui ne sont pas en train d'être faits. Le classement est là pour essayer de situer les pays en ce qui concerne la corruption. La RDC a perdu cette place et nous pensons qu'avec les efforts que le président de la République semble mettre en place ces derniers temps, on espère qu'à la fin de cette année, ces classements pourra changer. Est-ce que nous dépendons forcément de ce classement-là ou nous dépendons d'abord de la visibilité nationale, d'abord au niveau de l'intérieur? Parce que ces points, ça s'achète. On sait comment les pays achètent des positions. Vous avez entendu le Rwanda être déclassé parce que finalement, on s'est rendu compte que le Rwanda avait acheté des places dans certains classements. Alors là, vous êtes en train de faire des affirmations que personnellement, moi je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Aujourd'hui, Transparency International, c'est une organisation sérieuse. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, on ne doit pas toujours voir un classement étranger comme une source de dénigrement. Pardon, plus comme une source de noblesse, ou je sais pas moi. Je pense qu'aujourd'hui, la personne qui vient te dire que tu ne fais pas correctement ton travail, c'est quelqu'un qui te dit que tu dois t'améliorer. Tout à l'heure, j'ai commencé par nuancer en disant que le fait que nous ayons perdu cette place ne veut pas dire que rien n'est fait. Je pense qu'aujourd'hui, de scandales de corruption, c'est une bonne chose qu'on est en train de voir aujourd'hui, des scandales de corruption éclater au grand jour. Chose qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années ou quelques mois encore. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a une possibilité aujourd'hui, non seulement de pouvoir dénoncer, mais de pouvoir permettre à ce que la justice puisse faire son travail. Alors, ce qui est vrai, c'est que les gens se poseront toujours des questions du classement, de la véracité de ce classement. Je ne m'en prends pas au classement Transparency. Je sais que ce que Transparency fait, c'est quand même un travail important. Mais il faut rappeler aussi qu'on n'est toujours pas sûr de ce qu'il fait. Je veux dire de la transparence du travail, de sondage, comment ils font, quels sont les instruments qu'ils utilisent, et même la véracité de ces instruments-là pour affirmer que tel pays est à la 17e place, tel autre à la 19e place. Peut-être on aurait besoin des indicateurs pour savoir qu'ici on est dans la corruption massive, ici on est dans une corruption, ainsi de suite. On voudrait bien le savoir. Peut-être ça serait un autre débat, un autre jour. Mais revenons un peu dans ce que vous faites, vous, dans le cadre de Mouvement Blanc. On va peut-être essayer un peu d'en parler. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le peuple congolais considère la corruption comme un fait destructeur? Alors, à cette question, je ne pense pas.
Parce qu'aujourd'hui, la corruption semble être monnaie courante dans notre Ça, pays. c'est devenu endémique, comme on dit. Alors, pratiquement à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux peut-être déjà avoir été confronté à ce genre d'exemple qui Tous les peut jours. être banal. Un enfant qui peut avoir 10 ans, que tu envoies aller acheter quelque chose, on lui remet un retour, mais qui ne te le remet pas. Il pense que ce Ça lui produit, revient de droit. ça lui revient de droit. Si tu ne poses pas la question, il le garde. Aujourd'hui, quand tu roules, tu te retrouves face à... Mais ça, c'est la malhonnêteté, c'est pas la corruption. Non, c'est déjà une forme. C'est comme quelqu'un, je te montrerai que tu vas l'appeler différemment lorsque ce sera quelqu'un qui va faire une mission pour le compte de l'État. On lui a, par exemple, affecté 100 millions de dollars. Il lui reste 2 millions de dollars qui est censé rentrer dans le caisse de l'État. Si cette personne ne le remet pas, c'est de la malhonnêteté ou la corruption? Et c'est pas de la corruption. On aura du mal à qualifier ça. Non. Ça peut arriver, ça peut devenir de la corruption Oui. s'il soudoie les gens à ce que ces gens-là ne disent pas. En ce moment-là, on peut. Non, parce qu'aujourd'hui, la corruption doit être vue sur tous ses angles. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'argent qui était destiné à quelque chose. Alors, on appellera ça le détournement. Les détournements aux corruptions, ce sont des faits qui vont ensemble. Oui. Ce sont des faits, aujourd'hui, quand on parle de la corruption, c'est aussi des détournements de deniers publics, c'est de la corruption, tout ça. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui de qualifier certains faits infractionnels? Parce que c'est peut-être là aussi le problème. Vous pouvez saisir la justice pour des faits que vous considérez de corruption, mais juridiquement, ça a un autre langage. Et du coup, le juge se trouve dans une impossibilité de qualifier les faits tels que vous le présentez en corruption. Lui, il pense que c'est un détournement. Et du coup, vous êtes débouté et on fragilise la justice. Est-ce qu'il n'est pas le moment de définir convenablement c'est quoi la corruption et c'est quoi les limites de la corruption? Alors, aujourd'hui, c'est vrai, parce que nous parlons d'une organisation que nous sommes qui parle de la corruption. Mais aujourd'hui, dans ce que nous attaquons, il y a les détournements de deniers publics. Quand on parle des corruptions, il y a les détournements de deniers publics qui sont à côté. Il y a maintenant, lorsqu'on veut, par exemple, entamer une procédure en justice, il reviendra aux avocats de pouvoir définir quelle est la nature de l'acte qui est posé par un individu. Mais nous sommes bien évidemment en train de tourner sur des faits de corruption. Détourner l'usage d'une certaine somme alors que cela est destiné à quelque chose, il s'agit d'un détournement, c'est un fait. Ce sont des faits qui sont Est-ce que vous êtes en train de voir, êtes-vous en train de voir, comme moi et comme bien d'autres, que la corruption, alors, c'est finalement une infraction carrefour qui, grâce à elle, beaucoup d'autres infractions beaucoup plus graves sont commises, mais protégées par la corruption. Par exemple, j'ai 100 millions de dollars, il faut que j'aille à l'école, que j'aille construire des écoles, on me dit de créer 1000 écoles, mais j'arrive à l'endroit, je paye, j'utilise 800 000 pour moi-même et il me reste peut-être 2 petits millions là, et je prends cet argent, je donne aux inspecteurs pour leur dire, écoutez, ne dites rien, je suis en plein dans la corruption, mais pour cacher en réalité le détournement. Est-ce que la corruption ne vous sert, ça ne vous donne pas cette impression de cacher beaucoup plus grand qu'elle? Non, parce qu'aujourd'hui, la corruption va de pair avec la justice et le respect de loi et de texte. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque, pour rester dans votre exemple, une personne à qui on a remis 200 millions de dollars pour faire un travail, ça veut dire que lorsque cet argent-là a été affecté, c'était pour faire un travail spécifique. Oui. Alors que la personne qui était censée gérer cet argent ne le fasse pas suivant le respect de la loi, cette personne est censée être poursuivie. Pour détournement. Pour détournement. Maintenant, pour cacher son détournement, il paye les agents de l'État, il achète les silences des gens, il s'expose à la corruption en même temps. C'est pourquoi on se dit, mais est-ce que le peuple congolais a la mesure de la gravité de cette infraction qui est la corruption? Est-ce que vous avez cette impression, et les dirigeants et le peuple? Non, parce que tout à l'heure, quand on a commencé notre émission, je te dis, il y a saint Thomas d'Aquin qui dit il faut un minimum de bien-être. Pour empêcher à l'homme, disons, le manque de minimum de bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. De pratiquer la vertu. Ouais. Donc, tu te rends compte, à un certain moment, le Congolais aujourd'hui est exposé. C'est pour cela que la pression est mise sur les autorités qui sont censées prendre un certain nombre de décisions.
Aujourd'hui, les Congolais, beaucoup vivent de la corruption. Beaucoup vivent des détournements. Ouais. Et c'est devenu comme monnaie courante. Tout à l'heure, je disais que nous travaillons aussi pour la promotion de valeurs. Ceux-là qui dénoncent la corruption, même dans les entreprises publiques, même dans les entreprises partout où nous sommes, des fois ne sont pas vus d'un bon œil. Ils ne sont pas protégés, tout simplement. Ils ne sont pas protégés. Est-ce que vous avez des mécanismes de le protéger? Est-ce que vous incitez les autorités à prendre des mesures pour protéger les sonneurs d'alarme? Je profiterai même encore de cette tribune. C'est vrai qu'il y a une agence qui vient d'être créée. Jusque-là, nous attendons encore comment est-ce qu'elle va fonctionner. Mais il faudrait que cette question de protection de personnes qui seront promptes à pouvoir dénoncer la corruption puisse être évoquée. Que les personnes qui vont révéler au monde, qui vont révéler à la République un certain nombre de malversations qui vont à l'encontre des valeurs de la République, qui vont à l'encontre de loi, ces personnes doivent être protégées. Il y a des personnes qui ne veulent pas avoir affaire à la corruption, mais qui ont peur de pouvoir dénoncer un certain nombre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer le fait que nos lois, notre arsenal juridique est assez outillé pour lutter contre la corruption? Je pense que les lois au Congo existent. Les lois au Congo existent. Le problème au Congo a souvent été l'applicabilité de lois. L'applicabilité de lois. Parce que c'est là où les choses doivent commencer. Parce que si aujourd'hui on doit analyser la corruption ou tout autre fait lié à la corruption, détournement, comme on venait de le dire tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que toutes ces choses sont condamnées par la loi. Mais combien de personnes sont sanctionnées par la loi à cause de faits de détournement ou de corruption dans notre pays? Oui, mais c'est parce qu'il y a la corruption. On revient sur la même chose. C'est parce qu'il y a la corruption. C'est parce qu'il y a la corruption. C'est pour cela qu'il doit y avoir une refonte de l'appareil judiciaire. À un certain moment, il faut que la justice fasse son travail. Nous avons lancé une campagne dernièrement où nous avons dit justice, Toza et Longo, pour dire à la justice que désormais, vous avez une opportunité de pouvoir redorer votre image. De pouvoir faire en sorte que le Congolais, qui a longtemps été dépouillé par certains politiciens véreux, puisse à un certain moment retrouver la confiance qu'elle peut placer en la justice. Alors, on va évoluer. Vous êtes une association, vous êtes un groupe, vous êtes une ASPEL. Je crois que pour la crédibilité de ce que vous faites, un peu comme ce que M. Lumumba avait fait, ça veut dire dénoncer la famille de Kabila dans beaucoup d'autres affaires, est-ce qu'il ne serait pas important pour vous de nous citer des noms dans des rapports internationaux que vous publiez, afin que le Congolais sache que telle personne a été impliquée dans des faits de corruption à telle année, à telle autre année? Est-ce que vous avez une documentation de ces présumés coupables? Alors, heureusement que tu as parlé de présumés, parce qu'il ne faut pas qu'on entre dans... Nous, ce qu'on fait ici, on ne fait pas de la politique. On cherche à accompagner... Mais la corruption n'est pas très loin de la politique, vous savez. Il n'est pas très loin de la politique, je suis d'accord avec vous. Mais ce que nous faisons, nous venons en accompagnement de ce que l'État est censé faire. C'est-à-dire aujourd'hui, même lorsque nous pouvons citer les noms ou pas, toutes ces personnes qui peuvent être citées sont présumées innocentes. Aujourd'hui, nous avons les programmes de 100 jours où plusieurs noms sont cités. Il y a des procès qui sont en cours, par exemple, mais pour lesquels on ne peut pas directement se prononcer pour dire que tel est coupable ou tel ne l'est pas, parce que la justice est censée faire son travail. Et aujourd'hui, nous nous inscrivons, lorsque nous avons de preuves, nous le révélons dans le sens ou dans le but de pouvoir amener la justice à pouvoir enquêter. Parce que la culpabilité d'une personne ne relève que de la justice et non pas d'une organisation de la société civile qui se charge de pouvoir décider qui est coupable ou qui ne l'est pas. Aujourd'hui, est-ce que vous allez devoir faire ce boulot-là, fouiner dans le passé, regarder ceux qui doivent à l'État de l'argent, ceux qui ont été impliqués dans les grandes affaires de corruption, dans les grands marchés publics, ainsi de suite? Est-ce que vous allez veiller sur la question? C'est notre recommandation. C'est notre recommandation que la justice doit fouiner dans le passé. Il ne faut pas qu'on puisse installer une certaine culture d'impunité dans notre pays. Il faut qu'à un certain moment, ceux-là qui sont coupables ou répréhensibles devant la loi, qu'ils puissent répondre de leurs actes. Parce qu'aujourd'hui, si ceux-là qui sont, par exemple, qui seraient coupables d'un certain nombre de faits hier, qui ne l'ont pas été,
à un certain moment, on instaure une certaine tradition qui serait même une jurisprudence pour certaines autres personnes, de pouvoir se dire, si les autres n'ont pas été condamnés, nous aussi, nous ne devons pas l'être. Alors, c'est la consécration finalement de l'impunité C'est la et c'est consécration la de déchéance de la l'impunité, nation. c'est la déchéance de la nation. Donc il faut à un certain moment, pour donner un signal fort, il faut que ceux-là qui sont coupables devant la loi puissent répondre de leurs actes. La politique ne doit pas primer sur les intérêts de la nation. Cela a assez duré. Il faut que l'État puisse redorer son image et sanctionner toutes les personnes coupables de faits de corruption. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la question de la corruption, parce que vous dites vous vous basez sur deux axes, je vais dire, les plus fondamentaux, permettez-moi, c'est la sanction, mais aussi l'éducation. Prenons le volet éducation. Le système éducatif congolais, vous le savez très bien qu'il est aujourd'hui en retard de beaucoup de choses. On parle même de la faille totale du système éducatif. Est-ce qu'on apprend encore à nos enfants que voler, ce n'est pas bon? Est-ce qu'on apprend encore à nos enfants que le point acheté tue le pays? Est-ce qu'on apprend encore à nos enfants ces petites questions élémentaires de l'éthique au niveau de l'école? Vous savez, aujourd'hui, la question de la corruption est tellement vaste qu'à un certain moment, il faut y aller mollo. Parce que, comment veux-tu un enfant à qui on donne un cours de civisme ou de morale à l'école puisse croire au civisme et à la morale si les professeurs qui lui donnent le cours de civisme à un certain moment peuvent venir lui demander de lui donner une somme d'argent pour passer de classe? Parce qu'il n'est pas bien payé ou simplement parce que son éthique fait défaut. Tu vois, à un moment, on se retrouve face à un dilemme, on se retrouve face à un problème qui non seulement implique l'enfant qui est à l'école, mais aussi le professeur. C'est pour cela que, je répète encore, que les pouvoirs politiques ont une grande responsabilité. Dans la proposition que nous faisons, aujourd'hui, il y a déjà un programme sur l'éducation qui existe. La proposition que nous faisons, nous n'allons pas changer les programmes qui existent, parce que ça demandera beaucoup de choses. Mais nous voulons juste inclure dans le programme un enseignement sur la corruption, où il y aura un accent qui sera mis essentiellement sur la corruption et sur ses conséquences dans la vie de l'enfant, dès l'école primaire, l'école secondaire, jusqu'à l'université. Au niveau de la... Je parlais de l'école parce que quand on a l'éducation civique et morale, nous on a appris qu'on était encore à l'école primaire, qu'on n'écrivait pas sur les bancs parce que c'était des biens publics. On avait appris que quand on se fâche au niveau de l'école, on ne casse pas les bancs parce que nos petits frères vont étudier avec le même, vont utiliser le même banc. On nous disait de ne pas manger dans la bibliothèque parce que les rats vont venir manger, ils vont manger les livres et nos petits frères ne vont pas manger. C'était une dimension d'éthique qu'on nous inculquait, mais aujourd'hui on a comme l'impression que tout a été galvaudé. Les enfants n'étudient plus ces cours d'éducation civique, c'est monnaie maintenant. Vous avez un pagne, vous avez un balai, vous avez des briques, il y en a qui échangent ça contre de peaux de bambou. Et c'est comme ça à travers la République. Est-ce qu'il ne faudrait pas forcément réveiller ce côté-là, l'éducation civique et morale, et puis l'éducation à la citoyenneté à l'université? Effectivement, il faut réveiller cet aspect de choses. Et là, vous venez de citer la description que vous venez de faire. C'est une conséquence de la corruption. C'est-à-dire qu'on n'investit plus de l'argent dans l'éducation, parce que l'argent va dans les poches de gens. C'est vraiment une conséquence de la corruption. Mais nous devons prendre conscience de cette gangrène qui a fait du mal à ce pays. Relever les cours cours d'éducation à la citoyenneté, sensibiliser les gens sur cette question. Mais comme je dis, il faut que ceux-là qui font ce travail-là puissent à un certain moment être mis aussi à l'abri du besoin. Sinon, on serait en train de tourner en rond. Alors, que dites-vous de ces parents qui vont corrompre pour leurs enfants? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la corruption a tellement atteint des proportions, mais tellement inquiétantes qu'on se pose des questions, est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que là, c'est maintenant les parents qui vont corrompre pour leurs enfants, qui vont, eux, voir les professeurs, des maîtres de l'école, ou même à l'école, le parent va le faire. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est même dans le volume, l'enveloppe, le frais académique, le frais scolaire. C'est déjà une dose, à mon avis, de corruption, parce que les écoles où l'on paye $450, les élèves n'échouent pas.
Parce que si les élèves échouent, ça fait la mauvaise promotion pour l'école, plus personne ne vient. Alors là, c'est le parrainage de la corruption au niveau de l'école. Quand on a atteint ce niveau, je me dis que est-ce que ce n'est pas irréversible? Alors, c'est triste de voir les parents être les premières personnes à initier leurs enfants dans la corruption. Mais je pense que tous ces faits sont signalés parce qu'on se retrouve face à un État défaillant. On se retrouve face à un État irresponsable. On se retrouve face à un État qui ne veut pas prendre ses responsabilités en main. Aujourd'hui, nous saluons l'initiative du président de rendre l'enseignement gratuit, mais il doit y avoir des mesures d'accompagnement par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne m'aurais pas d'ailleurs imaginé même me mettre à la place de ces parents qui vont sous prétexte dire que non, voilà, ça nous coûte tellement cher, on ne veut pas repayer encore la même somme d'argent l'année prochaine, voilà, tout en sachant que non seulement ils se livrent à la corruption, mais ils sont en train de déformer leur enfant qui n'aura pas reçu la formation adéquate. Et détruire le pays dans l'avenir. Et détruire, bien évidemment, le pays dans l'avenir. Tu vois jusqu'où la corruption peut nous amener. Non seulement on est en train de vouloir entretenir quelque chose, l'État qui a démissionné, qui ne fait plus son travail, les parents qui se livrent à des actions illicites, qui met en place de mécanismes pour essayer d'aller au-delà de ce qui est légal, au-delà de ce qui est honnête, leurs enfants ne sont pas bien formés et demain, ce sont les mêmes personnes qui seront à la tête de l'État et qui vont se livrer dans les mêmes actions. Est-ce que vous avez une autre mesure de la question? C'est que nous avons des écoles aujourd'hui secondaires qui font la pub de 100%, on dit ça comme ça, avant même l'examen d'État. C'est-à-dire que ces écoles-là ont déjà publié, ils disent que chez nous, c'est 100%. Alors, les élèves n'ont pas encore étudié, ils n'ont pas passé l'examen, ils n'ont rien préparé, ils sont encore en 5e, mais ils savent que déjà en 6e année, notre diplôme est rassuré. Alors, mais l'État voit tout ça. L'État voit comment les élèves quittent d'autres écoles, hein. Ils vont dans une école parce qu'ils savent que là, les élèves n'échouent jamais et ils vont aller payer de l'argent, 200 $, 100 $, et ils obtiennent des diplômes. Nous avons finalement la diplomanie dans ce pays. Tout le monde veut avoir le diplôme, mais personne n'a la substance intellectuelle de ce diplôme-là. C'est toujours grâce à la corruption. Ce que j'aime, c'est dire que toutes les réalités que vous êtes en train de peindre aujourd'hui relèvent d'un État qui ne fait pas son travail. C'est-à-dire aujourd'hui, ces écoles-là qui font la pub 100% sont connues. Et des fois, la publicité passe même à la télé, sans pour autant que les ministres de l'enseignement primaire, secondaire puissent interpeller ce genre d'école, qu'une action puisse être, comment dirais-je, diligentée contre ce genre d'école. Et ça devient coutume. D'autres écoles naissent parce qu'ils savent qu'après, ils savent ce qu'ils font. Parce que je ne vois pas comment une école peut, avant même de pouvoir recruter ses élèves, dire qu'il va faire 100%. 100%. C'est une préméditation déjà à la corruption. C'est une forme de dire que nous mettrons tout en jeu pour obtenir pour avoir 100%. Nous allons utiliser tous les moyens pour arriver à nos fins. Et je pense qu'à un certain moment, ça suffit. Il faut que ça change. L'État devait poursuivre des promoteurs d'écoles pareilles pour qu'ils puissent répondre sur ce genre d'affirmation. Alors, on va peut-être aller plus loin pour, toujours dans le cadre de la corruption. La corruption n'a pas que le niveau de l'école, il y a aussi à l'université avec le point sexuellement transmissible, le point filiellement transmissible, claniquement transmissible, ethniquement, si je dois le dire, transmissible, tribalement aussi. Alors, est-ce que la corruption assassine la méritocratie? Est-ce que la corruption est une menace à l'intégrité, même au développement? La corruption assassine la méritocratie. La corruption est une preuve pour vérifier l'éthique d'une personne. Une personne qui est soumise à la corruption a le droit de dire oui, de dire non et de dénoncer. C'est-à-dire que autant celui qui accepte assassine la méritocratie, autant celui qui dit non, il participe au combat de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent à certains postes ou arrivent à avoir certains avantages au nom de la corruption. Oui. Et c'est ce qui est vraiment regrettable.
Parce que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, on se retrouve face à la même réalité. Ce sont les cadres de demain. Ce sont des personnes qui sont censées gérer le pays demain. Alors, mais comment vous allez agir maintenant? Est-ce que vous allez faire une sorte d'alliance avec l'association de Maître Georges Kapiamba, l'association de Maître Jean-Claude Katende, le professeur Mbata, l'IDGPA, la société civile? Est-ce que vous faites front commun avec toutes ces autres organisations pour finalement avoir des vrais mémos constitués de documents pouvant permettre au Congo de se battre contre cette Alors, histoire? nous faisons front commun avec toutes les organisations de la société civile qui s'inscrivent dans le changement. C'est-à-dire, nous n'excluons personne. Nous avons déjà d'autres projets sur lesquels nous travaillons avec d'autres organisations. En tout cas, toutes les organisations qui travaillent pour la restauration d'un état de droit, de lutter contre la corruption, qui va dans le sens de l'amélioration du quotidien du Congolais, nous n'avons aucun problème de pouvoir travailler avec toutes ces organisations. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir les moyens nécessaires pour lutter contre ça? Ou alors vous faites la figuration seulement à Kinshasa? Alors, aujourd'hui, il faut comprendre que dans ce que nous faisons, il y a plusieurs étapes. Tout à l'heure, je commençais par dire, nous avons les volets de la dénonciation, les volets de la sensibilisation et les volets de l'éducation. C'est-à-dire, il y a des questions pour lesquelles nous n'allons pas le faire seuls. Et nous n'avons pas la prétention ici de dire que UNIS Mouvement Blanc vient pour arrêter toute la corruption en RDC. Je serais vraiment un menteur si je le dis. Aujourd'hui, lorsque nous disons que nous faisons des propositions, ça veut dire que ce sont des propositions qui doivent être entendues et qui doivent être mises en place ou qui peuvent faire l'objet d'un débat pour permettre à ce que des bonnes décisions soient prises en ce qui concerne un certain nombre de choses dans notre pays. Donc, nous sommes là, nous faisons des propositions. Là, nous travaillons déjà, par exemple, avec certaines écoles pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place ces projets d'éducation sur la corruption. Les projets est en train d'avancer. Bon, les Covid a un peu Ralenti les choses. Mais nous travaillons. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que l'enseignement primaire, secondaire et universitaire puisse arriver à avoir de modules spécifiques sur la corruption. On va terminer cet entretien sur la corruption. On va aller un peu en politique, peut-être si ça ne vous gêne pas. Quelle est la démarcation que vous faites, hein, que votre structure a eu à faire entre la gestion de Mobutu, la gestion de Laurent Désiré Kabila, la gestion de Joseph Kabila et la gestion de Félix Tshisekedi pour les 15 mois? Directement, peut-être une question qui sera peut-être provocatrice. Quelle est l'administration qui a au moins été la bonne élève, ou le bon élève, si vous voulez, de la lutte contre la corruption? Alors, je dirais peut-être Kassavubu. Ok. Je dirais Kassavubu. C'est vrai que le pays était encore tout jeune, venait d'avoir l'indépendance. Mais je pense que durant cette période, je n'étais pas là, mais je parle de l'histoire que j'ai lue, il n'y avait pas d'effet de corruption signalé à grande échelle. Et d'ailleurs, parlant du président Kassavubu, il semblerait, suivant certains écrits, que c'était une personne, lorsqu'il allait en mission, il revenait et remettait les sous dans les caisses de l'État. Un peu comme ce que Félix Tshisekedi a fait. Un peu comme ce que Félix Tshisekedi a eu à faire lors de son premier voyage. Il l'a fait encore lors de son deuxième voyage. Et puis les véhicules qui ont été achetés à la police, c'est des véhicules qui ont été achetés par les reliquats de ces restes de ce voyage. C'est une information que je vous donne. Si l'information s'avère être vraie, c'est une bonne chose. Il faut croire à un journaliste quand il vous le dit. C'est une bonne chose. Donc. Alors, oui, donc, mais alors, excepté Kassavubu, n'avez-vous pas pris le temps de lire les autres, non? Je pense que... Ou vous évitez la polémique, tout simplement? Non, c'est pas que j'évite la polémique, je suis un citoyen congolais qui est libre de dire ce qu'il pense. Parce que je pense que toutes ces questions ont directement un trait avec la vie du Congolais. Alors, je pense que la corruption a connu son essor ou bien son apogée durant les années Mobutu, et cela s'est perpétré pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'on est encore dans une phase où la corruption est dans son apogée dans notre pays. Alors, que doit faire l'actuelle administration pour sortir le pays dans les carcans de la corruption? Alors, ce que doit faire l'actuelle administration, je pense que la justice doit d'abord faire son travail.
nous saluons un peu ce que la justice est en train de faire ces derniers temps. En tout cas, il y a plusieurs procès pour lesquels nous n'avons pas encore de résultats, nous n'avons pas encore de suite. Mais c'est déjà comment dirais une note positive de voir quand même un certain nombre de personnalités de haut rang être interpellées au niveau de la justice. C'est quand même quelque chose à mettre à l'actif du président actuel. Mais nous ne nous emballons pas encore parce qu'il n'y a encore aucun jugement qui n'est prononcé. Et aussi pas assez des poursuites à l'endroit de ceux qui ont dirigé le pays dans le passé. Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons dit, nous, notre position est claire. Il faut qu'il puisse y avoir une enquête sur les choses qui se sont passées également dans le passé. On ne peut pas faire table rase de tout ce qui s'est fait dans le passé. Il faut qu'à un certain moment, que ceux-là qui seraient coupables puissent répondre de leurs actes. Qui est derrière vous, M. Jimmy Kandé, Wakandé? Qui est derrière le mouvement blanc? Qui est derrière le mouvement blanc? Oui. Ce sont des Congolais qui sont derrière les mouvements blancs, des Congolais qui ont soif du changement, des Congolais qui veulent que les choses puissent avancer. Feriez-vous la politique? Je suis engagé dans une cause qui est noble, qui me permet d'avoir des opinions libres, plutôt que d'être derrière. Vous savez, la difficulté que nous avons ici au Congo, c'est qu'on ne peut pas, quand on est dans un parti politique, on pense qu'avoir des points de vue divergents, c'est être ennemi. C'est-à-dire les gens n'arrivent pas à être ensemble en ayant des points de vue divergents. Être dans une association qui me permet de pouvoir avoir une parole libre et de pouvoir réellement apporter une pierre à l'édification de ce pays, c'est ça le leitmotiv de ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de défendre les intérêts d'un parti politique, mais je suis en train de défendre l'intérêt du Congo. C'est que beaucoup de personnes oublient lorsqu'ils font de la politique. Très bien. On va terminer. Il y a un autre dossier assez important, c'est le dossier passeport. Le dossier passeport, la société Semlex n'a pas son premier contrat avec la RDC. Il est en contrat avec d'autres pays. Mais comment vous expliquez que dans les pays où Semlex a fait le contrat, là, aucun pays n'a un passeport aussi coûteux comme le nôtre? Dans certains pays, les passeports, ça coûte 75 $, 82 $, 92 $, mais vraiment à la limite 110, 120. Mais chez nous, c'est 185. On peut même aller à 250 $. Et Semlex serait encore en cours de son contrat et que les Congolais se sont soulevés pour dire qu'on a les passeports les plus chers au monde, mais malheureusement, l'État congolais ne gagne pas autant que les privés dans cette affaire. Et l'affaire de passeport n'est qu'une affaire, il y en a beaucoup dans cette affaire. Alors, parlons du dossier passeport, parce que le réseau panafricain de lutte contre la corruption, UNIS, s'est porté partie civile d'ailleurs dans cette affaire en Belgique contre la société Semlex, à qui on reprocherait une certaine surfacturation du prix de passeport. Alors, lorsque vous regardez la genèse de cette histoire, lorsque vous lisez les rapports de Reuters sur ce dossier, vous allez vous rendre compte que Semlex avait fait une offre beaucoup plus intéressante pour le Congo. C'est-à-dire les passeports pouvaient coûter largement moins cher. Les premières offres, telles qu'évoquées dans le rapport de Reuters, font tourner le prix entre 21 et 40 $. De là, arriver à 185 $, c'est une incompréhension totale. Et le rapport de Reuters met en exergue qu'il y aurait certaines personnes impliquées dans cette surfacturation. On a cité le membre de la famille de M. Kabila. Ils ont cité Mais d'abord, revenons. Est-ce que le passeport allait réellement coûter 40 $? Non, ça c'est le coût de la production. C'est le coût de la production du passeport. Maintenant, après, il y a une marge, certainement, que l'entreprise Semlex devait mettre, et certainement l'État congolais. Alors de là, arriver à avoir un passeport qui coûte 185 $, le prix officiel, mais rares sont ceux-là. Moi, j'ai eu mon passeport, je n'ai jamais payé. Rares sont les Congolais qui vont dire qu'ils ont eu à payer ce prix-là. Moi, j'ai payé 300 $ pour l'avoir. Voilà. Donc vous avez combien? Moi, je pense avoir payé 200 quelque chose, je ne me rappelle plus très bien. Mais ça veut dire qu'à un certain moment, les Congolais payent au-delà du prix officiel.
Il y a tellement de tracasseries à Ouais. un certain moment. Que vous êtes obligé de faire ça. Et ce qui est encore étonnant, c'est de voir que la société Semlex, partout où il produit des passeports, il le produit à un prix bas. En Lituanie, en tout cas, le prix le plus cher, là où est produit les passeports de Semlex, c'est à environ 100 $. Alors, je ne sais pas si c'est par quelle magie, au Congo, 185. 185 $. Alors, alors, comment vous expliquez donc le problème, ce n'est pas Semlex, le problème, c'est plutôt les intervenants, le problème, c'est les déterminants, c'est les participants, c'est tout le rouage qu'il y a autour de la question. Dire que le problème n'est pas Semlex, c'est faux. Le problème n'est pas seulement Semlex. D'accord. C'est-à-dire que Semlex aussi est impliqué. Tout à l'heure, nous avons parlé du corrompu, du corrupteur. Les deux sont coupables devant la loi. Exactement, exactement. Alors, parce que Semlex, si c'était une entreprise qui voulait, qui tenait peut-être à son image, aurait pu peut-être dire que non, voilà, nous n'allons peut-être pas aller. Alors tout cela, comme on a dit, ce sont de suspicions, ok? Il faudrait qu'à un certain moment, nous aujourd'hui, par exemple, la plainte qui a été portée contre la société Semlex, c'est pour essayer d'avoir un certain nombre d'éclairages sur ce dossier-là. Mais voilà pourquoi, au travers de la plateforme Le Congo n'est pas à vendre, qui réunit plusieurs organisations, Filimbi, Lucha et d'autres organisations, ODEP, qui sont, qui sont partie intégrante avec toutes les organisations qui constituent Le Congo n'est pas à vendre, nous avons lancé une campagne avec une série de revendications. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous avons fait une campagne pour demander au gouvernement le non-renouvellement de ce contrat. D'accord. Nous avons une satisfaction en demi-teinte parce que la ministre a fait une déclaration dernièrement pour dire que ce contrat n'allait pas être renouvelé. Vous avez gagné un côté. C'est une note positive sur la campagne. D'accord. Mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent être relevées Comme sur ce dossier passeport. Il y a un article, par exemple, l'article 10 de ce contrat, qui dit que le Congo, à la date du 10 juin, c'est-à-dire à l'expiration du contrat, devait être en mesure de pouvoir produire ses propres passeports. Parce qu'il y aurait eu transfert de technologie et transfert de compétences. Choses qui n'ont jamais été faites. Le contrat arrive à échéance le 10 juin. Donc il faudrait que la ministre puisse aussi fixer l'opinion sur cette question-là. Ça, c'est une de nos revendications. Nous avons également demandé à ce que le prix du passeport soit revu à la baisse. Vous avez proposé un montant? Alors, nous n'allons pas nous hasarder à faire des propositions de montant ici. Alors, les prix que nous avons évoqués tout à l'heure, ou la proposition de Semlex au départ, essaie déjà de nous orienter par rapport à cette question. Et pour garantir un bon prix, il faut qu'il puisse y avoir un appel d'offres. Un appel d'offres dans un processus transparent, respectant... Oui, allez-y. Un appel d'offres suivant un processus transparent, respectant les lois de la passation de marché. Ça pourra nous permettre d'avoir un prix très bas. Il faut rappeler que tout à l'heure, j'ai dit que Semlex, à l'époque, a eu affaire à une proposition de prix sur le coût de production qui pouvait aller jusqu'à 40 $. Alors, deuxième de choses, nous avons demandé que la justice puisse ouvrir une enquête judiciaire pour essayer de pouvoir élaguer les questions, c'est-à-dire répondre à la problématique des questions liées aux irrégularités qui ont émaillé le contrat qui avait été signé par l'État congolais en 2015. Oh. Donc, voilà nos revendications sur ces questions-là. La ministre a dit qu'il n'y aura pas de renouvellement, c'est une bonne chose. Mais il y a deux autres grandes revendications. Deux autres recommandations. Et d'ailleurs, nous allons encore peut-être aller plus loin pour demander à la ministre, ça c'était une réponse qu'elle a donnée à la presse, est-ce qu'elle peut faire un communiqué officiel, prendre un engagement public devant le peuple congolais que non seulement ce contrat-là ne sera pas renouvelé, mais que dans l'avenir, le peuple congolais sera gagnant dans cette affaire. Est-ce que ce qui est vrai, c'est qu'il faut donner aussi. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais qui peuvent faire ce boulot-là? Ça veut dire imprimer les passeports, distribuer les passeports, et comme ça on crée des richesses. Alors, il faut déjà rappeler que la délivrance de passeports est un service public. C'est même, d'autres diraient, c'est un attribut de souveraineté. Je pense que l'État congolais devrait plus travailler dans ce sens-là. Mais il faut être pragmatique. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on a entendu parler de l'hôtel de monnaie, est-ce que l'hôtel de monnaie est en mesure de pouvoir produire les passeports? Ça, c'est la première question. Si on a toutes les réponses et que ces réponses sont positives et que
l'hôtel des monnaies est en mesure, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on doit chercher à aller ailleurs. Mais il faudrait se rassurer que même si c'est l'hôtel de monnaie, le prix devra encore être très bas. Mais si l'hôtel de monnaie ou ces services ne peuvent pas être faits ici au pays, voilà là où on insiste sur le fait qu'il faut qu'il puisse y avoir un appel d'offres transparent, que différents partenaires puissent faire leur offre et qu'on puisse choisir l'offre qui va arranger beaucoup plus le Congolais. Et si on parle de l'affaire passeport, on parlera des plaques d'immatriculation, on parlera des permis de conduire, on parlera de tous les documents officiels de la République. Il faudrait que ça passe par la loi en respectant la règle, la norme de la passation de marché public, mais aussi toujours tenir compte du social des Congolais. Je crois qu'un passeport à 100 $, beaucoup achèteraient ce passeport, vraiment beaucoup, et on n'aura peut-être pas ce qu'on est en train d'avoir là aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Jimmy Kandé, sauf si vous avez quelque chose à dire. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du mouvement UNIS Mouvement Blanc. UNIS Mouvement Blanc, vous êtes un réseau des panafricains, vous luttez contre la corruption. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie et profite de cette occasion pour inviter les Congolais et Congolaises à pouvoir lutter partout où ils sont contre la corruption, au travail, dans l'administration publique, au gouvernement. Faisons front contre cette gangrène qui détruit notre pays et qui l'a mis par terre depuis 2 années. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces opinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toyemani. Loye bolonde ne yalisa.